Voilà, alors un petit rappel de ce que nous avons vu hier. Donc, je répète. Donc, nous avons dit que le principe de fonctionnement de la machine asynchrone repose sur le fait que la machine est alimentée par son stator. Les trois courants statoriques vont créer ce qu'on appelle un champ tournant. Et le champ tournant, il va tourner avec la vitesse de synchronisme divisée par le nombre de paires de pôles. Et ce champ magnétique tournant statorique, il va créer un flux variable dans le circuit magnétique de la machine. Les spires du rotor vont voir un flux variable, donc il y aura une force électromotrice induite aux bornes des enroulements rotoriques. Alors, puisque les enroulements rotoriques sont court-circuités, donc il y aura un courant IR qui va circuler dans les enroulements rotoriques. Alors, ces trois courants qui seront induits dans le rotor, ils vont créer à leur tour un champ magnétique tournant, un champ rotorique tournant. Et ce champ rotorique tournant, il va tourner à la même vitesse de synchronisme que la vitesse de rotation du champ tournant statorique. Donc les deux, comme j'avais dit, comme j'avais expliqué hier, les deux doivent tourner à la même vitesse de synchronisme. D'accord? Et je le répète toujours, quel que soit le type de la machine, que ce soit une machine à courant continu ou là, une machine à courant alternatif, si les deux champs tournants ne tournent pas à la même vitesse, il n'y aura pas de mouvement de rotation. Ça, vous l'avez vu dans les machines électriques, quel que soit le type de machine, toujours vous avez le champ magnétique de l'inducteur, le champ magnétique de l'induit, le champ magnétique du stator, le champ magnétique du rotor. Ils doivent toujours tourner à la même vitesse pour qu'il y ait possibilité d'avoir un mouvement de rotation. Donc, c'est-à-dire avoir un couple qui est constant, un couple qui est continu, une valeur moyenne non nulle. Et puis, on s'est arrêté sur le schéma équivalent monophasé, par phase. Donc, nous avons dit qu'il y aura un champ magnétique, ou là, il y aura un flux magnétique qui va circuler dans le cercle magnétique de la machine. Et ce flux magnétique, donc, il sera vu de fréquences différentes dans le stator et dans le rotor. Alors, le flux magnétique, il sera vu avec une fréquence Fs dans les circuits ou là, dans les enroulements statoriques, tandis que le flux, il sera vu avec une fréquence G fois Fs dans les enroulements rotoriques. Ça veut dire que chacun des enroulements, il va voir la variation de flux avec une fréquence différente. D'accord? Donc, ça veut dire que les grandeurs électriques et magnétiques du côté du stator, ils auront une fréquence de Fs, c'est-à-dire la tension, le courant, le flux, tandis que du côté du rotor, on va voir le flux avec une fréquence, c'est-à-dire la variation de le flux, il sera vu avec une fréquence de GFS. D'accord? Parce que le rotor, il est en mouvement de rotation. Ça veut dire que ces enroulements, elles vont voir la variation de le flux avec une fréquence GFS. D'accord? Alors, et puis nous avons dit hier que pour avoir un schéma monophasé équivalent avec la même fréquence du côté du rotor et du côté du stator, nous avons divisé par G, qui est le glissement, pour pouvoir se débarrasser de G dans l'expression de L, par exemple. En ce cas, lorsqu'on veut exprimer le L
LR, ou la XR, ça veut dire la réactance du rotor, on va multiplier par oméga S, d'accord? Au lieu de multiplier par G fois oméga S, parce que le G qui était là, donc on l'a divisé, donc ER, on l'a divisé par G, et le RR, on l'a divisé par G, donc ça veut dire là, on va se débarrasser de J. Donc ça veut dire là, on aura la même fréquence, d'accord, ici, et de ce côté-là, on aura la même fréquence, L oméga S, LS oméga S, ça veut dire l'inductance de fuite, ici l'inductance du fuite du rotor fois oméga S, donc la réactance de fuite. Et puis on peut faire comme on fait dans le transformateur, on peut ramener, pour avoir un schéma ramené au primaire, par exemple la ramener au stator, je peux ramener les grandeurs ou les paramètres du rotor, je peux les ramener du côté du stator, ou là, ramener les paramètres du stator vers le rotor. Comme ça, j'aurai un seul schéma et je vais me débarrasser de ce transformateur idéal, parce que là, vous avez un transformateur idéal. De ce côté-là, vous avez le nombre de spires statoriques. Et de ce côté-là, vous avez le nombre de spires rotoriques. Et vous avez un fonctionnement qui ressemble à celui d'un transformateur. Alors, il y a une autre remarque, c'est que si vous ouvrez le stator, si vous ouvrez le rotor, pardon, ça veut dire vous ne court-circuitez pas les enroulements d'IL, le rotor, vous allez avoir un transformateur. D'accord? Si vous ne court-circuitez pas le rotor, vous allez avoir un fonctionnement qui ressemble à celui d'un transformateur. Ça veut dire ici, vous ne court-circuitez pas le rotor, donc il n'y aura pas de mouvement de rotation. Parce que vous êtes à vide, donc si vous êtes à vide, le courant IR il sera nul. Si le courant IR est nul, dans ce cas, il n'y aura pas de force de la place. Et s'il n'y a pas de force de la place, donc il n'y aura pas de mouvement de rotation. Et dans ce cas, le G sera égal à 1, d'accord? Parce que le oméga R, elle est nulle, donc il n'y a pas de mouvement de rotation. Donc le G égale à 1. Et le fonctionnement du moteur asynchrone sera similaire à celui d'un transformateur. D'accord? Là, vous avez le nombre de spires du stateur. De l'autre côté, vous avez le nombre de spires du rotor. Et vous avez un fonctionnement comme le transformateur. Donc, à vide, donc ça, vous pouvez le noter quelque part, c'est qu'à vide, lorsque le transformateur, lorsque le rotor, pardon, est à vide, mais il ne doit pas être court-circuité. À vide, mais il doit être ouvert. Le moteur asynchrone va se comporter comme un transformateur classique. D'accord? Mais lorsque vous court-circuitez les enroulements du rotor, dans ce cas, il y aura un courant IR. Et ce courant IR, il va provoquer une force de la place. Et cette force de la place va produire un couple électromagnétique qui va entraîner le moteur en mouvement de rotation. D'accord? Donc voilà le schéma monophasé équivalent du moteur asynchrone. Et donc là, comme j'ai dit, on peut jouer avec, ramener au primaire, ramener au secondaire et travailler comme on fait sur un transformateur. D'accord? Et puis, on peut dire aussi qu'un moteur asynchrone, il ressemble à un transformateur dont le circuit secondaire est court-circuité et donc le circuit secondaire en mouvement de rotation. Donc un moteur asynchrone, c'est un transformateur dont le secondaire est court-circuité et dont le secondaire aussi est en mouvement de rotation. Voilà, d'accord? Donc on peut toujours faire l'équivalence entre le moteur asynchrone et le transformateur. Et si vous le comprenez de cette manière, ça sera très facile de comprendre le comportement d'un moteur asynchrone. Donc, comme vous le savez, on peut se débarrasser maintenant de ce transformateur idéal, au-delà de cette partie-là,
se débarrasser de cette partie-là et puis ramener tous les paramètres du rotor vers le stator. Et là, vous allez multiplier par quoi? Vous allez multiplier par le rapport de transformation au carré et vous allez ramener les paramètres de ce côté-là. Ça veut dire ramener L de ce côté-là, il appelait L'(R) et ramener le RRG et l'appeler RR' sur G. Alors, puisqu'on a dit que ça, c'est le schéma monophasé équivalent du moteur asynchrone, on peut dire que toute l'énergie active qui est transmise au rotor, elle est dissipée dans cette résistance. D'accord? Donc, ce qu'on voit ici dans le schéma monophasé équivalent, l'élément qui va consommer toute la puissance active qui sera transmise au rotor, donc il sera consommé par cette résistance-là, la résistance RR sur G. D'accord? Mais on sait très bien que ça, c'est un modèle, ce n'est pas le circuit réel. D'accord? Ça, c'est un modèle. S'il vous plaît, il faut toujours faire la différence entre ce qui est réel, c'est-à-dire ce qui est physique, ce qui est réel, et ce qui est un modèle mathématique. Donc, ce que vous voyez là, c'est un modèle mathématique. Et ce modèle mathématique, il reproduit le fonctionnement réel de la machine asynchrone. Donc, si je regarde ce schéma ici, donc ce circuit, je sais à partir du schéma que toute la puissance active qui est transmise au rotor, d'accord, elle est consommée par cette résistance, la résistance R sur G, et toute la puissance réactive transmise au rotor, elle est consommée par cette réactance. D'accord? Donc, ce sont des choses à savoir, parce que tout à l'heure, nous allons utiliser ce fait pour en déduire l'équation le couple en fonction les courants, les tensions et les différents éléments de notre circuit. D'accord? Puisqu'on est dans la commande des machines, donc on s'intéresse au couple électromagnétique. Donc tout à l'heure, on doit calculer l'expression le couple électromagnétique en fonction des éléments de notre schéma équivalent monophasé. Donc voilà. Alors maintenant, vous avez le rapport de transformation, le rapport de notre transformateur, c'est ça, d'accord? Et nous en avons parlé hier. J'ai dit que ER sur G divisé par ES est égal à un certain rapport de transformation. Et le A dans ce cas, c'est quoi? C'est le NS sur NR. D'accord? Soit vous prenez 1 sur A, ou là vous prenez A, mais de toute façon, le A dans ce cas, dans cette expression-là, le A, c'est le nombre de spires du stateur divisé par le nombre de spires du rotor. Donc ça veut dire on n'a pas pris comme le transformateur où on prend le secondaire sur le primaire, mais dans cette expression que vous avez ici, on a pris le primaire sur le secondaire. Ça veut dire on a pris le NS sur le NR. Et vous savez bien que le stateur, c'est le primaire et le rotor, c'est le secondaire. Donc, le A, dans ce cas, c'est NS sur NR. Et vous pouvez mettre, au lieu de mettre A, vous pouvez mettre, par exemple, ici, une autre constante et remplacer le A par NR sur NS. Mais bon, ça ne change rien. Ce sont seulement des constantes. On peut les prendre comme on veut. Mais comme vous voyez, dans ce cas, vous avez comme le rapport d'un transformateur. Ou A, donc le rapport de nombre de spires statoriques et rotoriques. Ça veut dire statorique divisé par le rotorique. D'accord? Alors, si on fait l'analogie avec le fonctionnement de notre transformateur, on peut ramener donc le courant IR, le ramener vers le primaire, d'accord? Le ramener vers le stateur et on va l'appeler IR', d'accord? Et puis, ramener la résistance RR, d'accord, et l'appeler RR', et dans ce cas, il faut diviser par A au carré, et puis ramener l'inductance de fuite LR vers le primaire, et l'appeler LR', et dans ce cas, il faut diviser par A au carré, d'accord? Et dans ce cas, vous aurez donc l'expression, le schéma équivalent, comme suit, d'accord?
Donc finalement, vous allez avoir un schéma monophasé équivalent ramené au primaire. D'accord? Là, vous avez l'inductance de fuite ramenée et vous avez la résistance ramenée aussi, la résistance du rotor. D'accord? Donc vous avez tous les éléments nécessaires de notre schéma monophasé équivalent. D'accord? Alors vous avez la résistance RS, c'est la résistance du stator, l'inductance de fuite du stator. Vous avez la branche de magnétisation, d'accord? C'est comme le transformateur, la branche de magnétisation. C'est là où on récupère la force magnétomotrice du stator, ES, d'accord? Et puis vous avez les paramètres du rotor ramené au secondaire avec le courant aussi du rotor ramené au stator, d'accord? Donc RS, résistance statorique, le RR', c'est la résistance rotorique ramenée au stator, LS, inductance de fuite statorique, inductance de fuite statorique ramenée, alors là aussi, donc il y a une erreur, donc ici c'est pas statorique mais c'est rotorique, inductance mutuelle, et puis vous avez le courant rotorique ramené au stator, d'accord? Et comme j'ai dit, c'est le schéma sur lequel nous allons travailler pour pouvoir commander la machine asynchrone, et surtout lorsqu'on parle de la commande scalaire. La commande vectorielle, ça ne va pas reposer sur ce schéma, mais ça va reposer sur un autre schéma que nous allons voir lorsqu'on va attaquer la partie de la commande vectorielle. Mais la commande scalaire, elle va reposer sur ce modèle statique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un modèle statique de la machine asynchrone. D'accord? C'est un modèle statique, ce n'est pas un modèle dynamique. Alors la commande scalaire, elle repose sur le modèle statique. Tandis que la commande vectorielle, elle repose sur le modèle dynamique. Et nous allons voir la différence entre les deux par la suite. D'accord? Voilà pour le schéma monophasé. Donc vous avez tous les éléments. Après, tout à l'heure, on va voir comment on va exprimer le couple électromagnétique en fonction de ces éléments. D'accord? Alors ici, vous avez quelques ordres de grandeur, quelle que soit la machine que vous prenez. Vous avez par exemple le Zn qui est l'impédance caractéristique nominale de la machine. Et généralement, Zn, c'est Vn divisé par In. Ça veut dire la tension nominale du moteur divisé par le courant nominal de la machine. Donc, ça s'appelle l'impédance équivalente, ou là, ça s'appelle l'impédance nominale de la machine. D'accord? C'est la tension parce que le moteur asynchrone, il se comporte comme une charge. Lorsque vous allez monter le moteur asynchrone, c'est comme si vous allez monter une charge. Regardez ce schéma-là, c'est comme dans les circuits électriques. Vous avez une inductance, vous avez une résistance, vous avez ici une inductance, vous avez résistance, inductance. Donc, lorsque vous allez monter le moteur asynchrone, c'est comme si vous allez monter une impédance totale. Vous faites l'impédance équivalente totale de tout ça, et ça va vous donner Zn. Donc, parce que de ce côté-là, vous pouvez écrire que le schéma monophasé équivalent, c'est Zn. D'accord? Et là, vous avez la tension Vs nominale, la tension nominale du stator, V nominal, et là, vous avez le courant nominal de notre machine. Donc, lorsque vous allez monter le moteur asynchrone, c'est comme si vous allez monter une impédance équivalente. Parce que tout ça, c'est une impédance équivalente. À la seule différence que le Zn, dans ce cas, il est variable et il dépend de G. D'accord? Donc Zn, c'est une impédance variable selon le fonctionnement de la machine et elle dépend de G, qui est le glissement. Ça veut dire qu'elle va dépendre de la vitesse de rotation. Mais dans le fonctionnement nominal, ça veut dire lorsque vous travaillez avec le G nominal, vous travaillez avec le couple nominal, vous allez avoir une certaine impédance nominale qu'on appelle l'impédance nominale de la machine. C'est l'impédance vue au bord du circuit. Donc, si vous calculez l'impédance nominale, maintenant on peut
exprimer les autres paramètres en fonction de Zn. Donc, quel que soit le type de la machine asynchrone que vous prenez, la résistance RS ma RR', c'est quelques pourcents de Zn. Donc, ça veut dire c'est 1%, 2%, 3% de Zn. D'accord? Ici, ce sont les valeurs, d'accord? Les valeurs réelles, quelle que soit la machine asynchrone que vous considérez. Alors, pour les réactances de fuite, c'est quelques 10%, environ 10% de Zn. D'accord? Donc, ça veut dire si Zn, par exemple, est égal à 2 ohms, donc là, les impédances de fuite, c'est 10% de 2 ohms. D'accord? Ça veut dire 0,2 ohms. La réactance de magnétisation, c'est entre 250 jusqu'à 400% de Zn. Et là, vous voyez que c'est une impédance qui est très importante. Et dans le schéma monophasé équivalent aussi, il faut ajouter la résistance des pertes fer. Mais généralement, de la résistance à dit n'est pas prise en considération parce qu'il a des valeurs qui sont presque infinies. Mais chez infini, on peut négliger, d'accord? On peut négliger l'influence de la résistance RF dans les équations. Donc là, vous avez Xm et là, vous avez la résistance des pertes fer. C'est comme le fonctionnement d'un transformateur. Donc, le Xm, c'est 250 jusqu'à 400% de Zn. Et puis, la résistance fer, elle est très, très supérieure à Xm. Donc, ça veut dire donc, ce sont des valeurs qui sont très, très importantes. Et, comme j'ai dit, on peut négliger l'influence de la résistance fer dans les équations. Et de la même manière aussi, on peut des fois, pour simplifier les calculs, on peut négliger l'influence de Xm. D'accord? Ça, vous l'avez vu dans le transformateur, par exemple, lorsque vous avez fait, je pense, je ne me rappelle plus, mais peut-être chez Haja del Bnichenbourg ou chez Haja comme ça, vous avez fait donc des approximations où vous avez négligé la réactance de magnétisation et la résistance de fer. Voilà, donc pour les grandeurs en fonction de l'impédance nominale. Alors maintenant, nous allons passer à l'expression le couple électromagnétique, parce que c'est la partie qui nous intéresse, surtout pour la commande des machines. Alors tout à l'heure, j'avais dit que toute la puissance transmise au rotor, elle est consommée par la résistance qui est là. Toute la puissance transmise au rotor, elle est consommée par la résistance R' sur G. Ça, vous l'avez fait les bases des circuits électriques ou les systèmes triphasés, monophasés. Voilà. Donc, vous avez fait le fait que la puissance active consommée par un circuit donc est égale à la somme des puissances actives consommées par toutes les résistances qui sont dans le circuit. Alors maintenant, la puissance qui passe ici, c'est-à-dire la puissance qui passe vers le rotor, donc d'après le schéma que nous avons ici, toute la puissance est consommée par la résistance R' sur G. D'accord? Donc la puissance transmise au rotor, c'est, puisque vous avez 3 enroulements au rotor, donc c'est 3 fois R' sur G fois IR' au carré. Donc voilà la puissance transmise au rotor, l'expression de la puissance transmise au rotor. D'accord? Donc comme j'ai dit, vous avez 3 phases. Donc chaque phase, il va consommer la puissance R' sur G fois IR' au carré. D'accord? Alors cette puissance-là, on sait très bien dans le schéma réel, comme j'avais dit, j'ai dit que c'est un schéma mathématique, d'accord? Mais dans la réalité, on sait très bien que la puissance transmise au rotor, elle sera consommée sous 2 formes. Alors vous avez la première forme, ce sont les pertes joules du rotor, d'accord? Les pertes joules du rotor, et puis le reste, il sera transmis à l'arbre de la machine. Et ça, vous l'avez fait lorsque vous avez fait le bilan des puissances du moteur asynchrone. Lorsque la puissance transmise est transmise au rotor,
il y a une partie qui sera consommée par la résistance RR'. Ce n'est pas la résistance RR' sur G, mais la résistance RR', c'est-à-dire la résistance réelle le rotor. Et puis le reste de la puissance, elle sera transmise à l'arbre de la machine. D'accord? La puissance transmise au rotor, et une partie sera consommée par les pertes joules rotoriques, d'accord? Et le reste, elle sera transmis à l'arbre de la machine, d'accord? Donc, c'est une puissance mécanique, d'accord? C'est la puissance mécanique totale. Et celle-ci, c'est la puissance par les pertes joules qui sont consommées par les résistances du rotor. Alors, si vous faites la somme de Hadi ma Hadi, vous allez trouver Hadi, d'accord? Donc, ça veut dire que la puissance c'est la puissance totale transmise à l'arbre du rotor. D'accord? Mais la puissance transmise, elle est transmise au rotor, donc sous forme de per joule, et le reste, elle est transmise à l'arbre de la machine. Donc, il y a la puissance totale qui est transmise, la puissance mécanique totale transmise à l'arbre de la machine. ولكن في la puissance mécanique totale transmise à l'arbre de la machine, il y a les pertes mécaniques, d'accord? Les pertes mécaniques, voilà, on va les appeler comme ça, les pertes mécaniques. Et l'autre partie, c'est la puissance utile, d'accord? C'est la puissance utile, ça veut dire la puissance qui va faire tourner la machine, d'accord? C'est la puissance utile qui est transmise à la charge, d'accord? Alors, si on néglige les pertes mécaniques, dans ce cas, on aura quoi? On aura un rendement de 1 - G. D'accord? Parce qu'on sait que la puissance transmise est dit. D'accord? La puissance transmise totale est dit. Au moment de la puissance transmise, on va transmettre à l'arbre la puissance hadi. Ça veut dire hadi, c'est la puissance transmise, d'accord? Qui prend 1 - G. 1 - G dans ce cas, c'est quoi? C'est comme un rendement. Donc le rendement maximal que l'on peut avoir d'une machine asynchrone, c'est combien? C'est 1 - G lorsqu'on néglige les pertes mécaniques. Donc si je néglige les pertes mécaniques, le rendement maximal que je pourrais avoir, c'est 1 - G. Et là, vous voyez déjà, il y a une limite. Ça veut dire, quel que soit le fonctionnement du moteur asynchrone, je ne peux pas dépasser un rendement de 1 - G. Donc, je ne peux 100%. Puisque le G est nul, d'accord? Parce que si le G est égal à 0, donc vous avez le rotor qui va tourner à la même vitesse du synchronisme, et dans ce cas, la machine il va tendre à s'arrêter. Elle ne peut pas continuer à... La oméga R égale à oméga G, oméga R égale à oméga S. Dans ce cas, vous avez le rotor qui tourne à la même vitesse que le champ statorique, ou le champ tournant. Et dans ce cas, vous avez la fréquence les grandeurs rotoriques, G fois Fs, est égale à 0. D'accord? La fréquence d'Yelholm, elle est nulle. Alors, si la fréquence est nulle, ça veut dire que le flux, il est nul. Pardon, le flux, il est constant. Donc, si vous avez la fréquence qui est nulle, les grandeurs rotoriques, dans ce cas, vous allez avoir un flux rotorique qui est nul. Pardon, c'est pas nul, mais qui est constant. Un flux rotorique qui est constant, il va engendrer quoi? Il va engendrer une force électromotrice nulle, parce que la force électromotrice, c'est la dérivée du flux. Si le flux est constant, donc la force électromotrice elle est nulle. Si la force électromotrice est nulle, donc le courant IR il sera aussi nul. Donc le couple il sera nul, la force de la place sera nulle, le couple sera nul, et dans ce cas la machine il va tendre à s'arrêter, parce qu'il n'y a rien qui fait tourner la machine. Donc on ne peut pas avoir un G qui est égal à 0, d'accord? On ne peut pas avoir un G qui est égal à 0, sinon on va avoir un flux rotorique qui est constant. Parce que dans ce cas, le flux ne sera plus variable dans le rotor. Alors s'il n'est pas variable, donc il ne va pas créer de force électromotrice, il ne va pas créer de courant,
S'il n'y a pas de courant, il n'y aura pas de force de la place. S'il n'y a pas de force de la place, il n'y a pas de couple. Donc la machine ne peut pas continuer à tourner. Donc voilà la limite le rendement le moteur asynchrone. Donc si je vous demande, ou là quelqu'un vous demande quel est le rendement maximal qu'une machine asynchrone peut avoir, un moteur asynchrone peut avoir, donc c'est 1 - G. C'est une chose à connaître, d'accord, pour un électrotechnicien. Vous devez savoir que le rendement maximal qu'une machine asynchrone peut avoir, c'est 1 - G. C'est pas 100%, c'est pas 100%, on ne pourra jamais avoir un rendement de 100%, quel que soit de toute façon, parce que le G ne doit pas être nul. D'accord? Donc, dans ce cas, si je néglige les pertes mécaniques, j'aurai un rendement qui est égal à 1 - G. Et je dis c'est un rendement maximal. Si vous ajoutez les pertes mécaniques et les pertes par ventilation, dans ce cas, vous n'allez jamais avoir 1 - G parce que vous ajoutez les pertes. Vous ajoutez les pertes, donc le rendement il sera inférieur à 1 - G. D'accord? Alors, à partir de cette équation-là, comme j'ai dit, donc vous avez la puissance transmise au rotor est égale à une partie qui sera consommée sous les pertes par effet Joule. Le reste, il sera transmis à l'arbre de la machine. Une partie, il sera consommé sous forme de pertes mécaniques et le reste, il sera transmis à la charge que l'on entraîne, d'accord? Ça peut être un tapis roulant, ça peut être un ascenseur, ce que vous voulez, mais le reste de la puissance, elle sera transmis à la charge. D'accord? Alors, à partir de ces équations-là, on pourrait calculer ou déterminer l'expression du couple électromagnétique. Et on sait très bien aussi, parce que vous avez ici une remarque, c'est que lorsque le G augmente, quand chargé ou la machine, donc lorsque la machine est trop chargée, donc le G, il va augmenter. Ça veut dire que le rotor, il va tourner avec une vitesse qui est faible. Si le rotor tourne à une vitesse qui est faible, dans ce cas, le G va augmenter. Ça veut dire l'écart entre la vitesse du rotor et la vitesse du synchronisme, il va s'accroître. D'accord? Et dans ce cas, le rendement aussi il va diminuer. Le rendement va diminuer lorsque on charge trop la machine asynchrone. Donc le rendement rotorique croît lorsque le glissement diminue. Ouais. Donc lorsque la vitesse augmente. Si la vitesse augmente, oui. Mais lorsque on charge le moteur, le glissement va augmenter et le rendement va diminuer dans ce cas. Alors maintenant, on cherche le couple électromagnétique. Donc tout à l'heure, j'avais dit que la puissance mécanique, comme vous le savez, c'est quoi? C'est la vitesse de rotation du rotor fois le couple électromagnétique, c'est-à-dire il y a la puissance mécanique, d'accord? Mais on sait aussi que la puissance transmise, il y a dit, d'accord? La puissance transmise, c'est le couple électromagnétique fois la vitesse de synchronisme. Parce que la puissance transmise, elle est transmise par quoi? Elle est transmise par le champ tournant. Le champ tournant voit qui permet de transmettre la puissance du stator vers le rotor. D'accord? Donc le couple électromagnétique, ou là le champ électromagnétique tournant, c'est lui qui permet de transmettre la puissance du stator vers le rotor. Mais il y a un autre véhicule. Donc pour transmettre la puissance du stator vers le rotor, on ne peut pas le faire directement. Alors l'élément qui permet de transmettre la puissance du stator vers le rotor, ça veut dire qu'il y a de la puissance, le stator, et puis il la transmet au rotor, c'est le champ électromagnétique, d'accord? Le champ électromagnétique tournant. Alors ce champ électromagnétique tournant, il tourne à la vitesse oméga s, d'accord? Donc la puissance transmise dans ce cas, c'est le couple électromagnétique, d'accord, fois la vitesse de synchronisme. Alors maintenant, vous avez le couple électromagnétique, c'est quoi? C'est la puissance transmise divisée par oméga s, d'accord? Le couple électromagnétique, c'est la puissance transmise divisée par oméga s. Et on sait que la puissance transmise, c'est quoi? La puissance transmise, on l'a dit tout à l'heure, c'est 3 fois RR prime au carré fois RR prime sur G.
Donc, à partir de cette équation-là, on pourra calculer alors le I', on le connaît déjà. D'accord? Le I', pardon, le IR', le IR', donc on peut le calculer à partir de, vous pouvez faire donc le schéma monophasé équivalent et puis calculer donc le IR'. Alors là, vous avez un diviseur de courant. D'accord? Vous avez ici un diviseur de courant, donc vous pouvez exprimer donc le IR' en fonction de le courant IS. Et on sait très bien que le S c'est quoi? Le VS c'est Zn fois IS. D'accord? Donc tout à l'heure j'avais dit qu'on va calculer Zn. Avec Zn c'est quoi? C'est l'impédance équivalente totale de tout ce schéma. Et on sait très bien que ici nous avons un diviseur de courant. Ça vous l'avez fait dans les circuits électriques. Donc le diviseur de courant, vous avez un nœud. Donc, vous pouvez exprimer donc, le IR' en fonction de IS. Vous connaissez déjà IS en fonction de VS, d'accord? Alors, IS, c'est quoi? C'est VS divisé par Zn. Zn, c'est quoi? C'est l'impédance équivalente totale de tout ça. Et après, vous allez tirer IR' en fonction de IS, ça veut dire en fonction de VS et en fonction de tous ces éléments qu'on a ici. Donc, c'est ce que nous avons fait ici. Si vous voulez, vous pouvez le faire chez vous comme exercice. Exprimer le IR' en fonction de VS et des éléments du circuit. Alors, finalement, on aura un couple électromagnétique qui a cette expression-là, qui est une expression qui est un peu, un peu compliquée, mais bon, c'est là. C'est l'expression de notre couple électromagnétique en fonction de tous les éléments de notre schéma. En fonction des résistances, en fonction de la pulsation, en fonction du glissement et en fonction des impédances et en fonction de la tension. D'accord? Donc là, maintenant, vous avez l'expression le couple électromagnétique de la machine. D'accord? Comme j'ai dit, en fonction de tous les éléments de notre schéma monophasé équivalent. Donc, la commande scalaire de notre moteur asynchrone, elle repose sur le schéma, comme j'ai dit, c'est un schéma qui est statique. D'accord? Ce n'est pas un schéma dynamique, mais c'est un schéma qui est statique. D'accord? Ça veut dire quoi un schéma statique? Ça veut dire dans ce cas, on va s'intéresser uniquement aux valeurs efficaces. D'accord? Je m'intéresse aux valeurs efficaces de la tension, la valeur efficace de LTS, la valeur efficace du courant, de la tension, et ainsi de suite. Donc ça veut dire que je ne m'intéresse pas à la variation instantanée. Je ne m'intéresse pas à la variation instantanée de VS, de IS, de R'. Je m'intéresse uniquement au module d'Helmholtz ou là, aux valeurs efficaces d'Helmholtz. C'est pour ça qu'on l'appelle un modèle statique. Ça veut dire c'est un fonctionnement qui est statique. Donc voilà, finalement, vous avez cette expression-là. Vous avez le couple électromagnétique qui est égal, le couple électromagnétique qui est égal à cette expression-là. Voilà, pardon. Donc, comme vous voyez, à partir de cette expression, comme nous avons fait pour le moteur à courant continu, nous avons exprimé le couple. Nous avons dit que le couple, c'était quoi? C'était une constante fois le flux fois le courant I. D'accord? Et puis, à partir de cette expression-là, nous avons calculé aussi en fonction de la vitesse. Et puis, nous avons trouvé les paramètres sur lesquels on peut agir pour faire varier, par exemple, le couple électromagnétique ou faire varier la vitesse de le moteur à courant continu. Alors, de la même manière ici, d'accord, on va chercher donc les éléments sur lesquels on va agir de telle manière à agir sur le couple électromagnétique. Alors, s'il vous plaît, ici, vous avez la vitesse. La vitesse, la vitesse de le rotor, parce qu'on s'intéresse à la vitesse ou au couple en fonction de la vitesse. Donc, lorsqu'on fait le couple électromagnétique en fonction de G, ça veut dire on le fait en fonction de la vitesse de rotation. Parce que le G, c'est quoi? Le G, c'est oméga S. Alors, oméga S, si on travaille avec une fréquence qui est constante, oméga S, elle est constante. Et dans ce cas, vous avez le G, c'est moins oméga R. D'accord? Moins oméga R, ça veut dire la variation d'LG, c'est comme la variation d'L moins oméga
moins oméga R. La variation d'LG, c'est comme la variation d'L moins oméga R. D'accord? Donc, lorsque vous avez le G qui est maximal, la vitesse de rotation elle est minimale. Lorsque vous avez le G qui est minimal, vous avez la vitesse qui est maximale. D'accord? G minimal, ça veut dire qu'elle s'approche de 0. Si G s'approche de 0, ça veut dire que la vitesse de rotation de le rotor va s'approcher de la vitesse de synchronisme. Si vous avez le G qui est important, d'accord? Et laquelle G kbir, donc ça veut dire dans ce cas, la vitesse de rotation elle est faible. Donc ça veut dire la vitesse de rotation 4 makas. Et tout à l'heure, on va tracer l'expression a dit, on va la tracer, ça veut dire on va tracer le couple électromagnétique en fonction de G et en fonction de la vitesse de rotation. D'accord? Donc, comme j'ai dit, si on trace le couple électromagnétique en fonction de G, c'est comme si on trace le couple électromagnétique en fonction de la vitesse de rotation, parce qu'ils sont liés par cette expression-là. Alors maintenant, quelques données. Pour le moteur asynchrone, le régime permanent correspond généralement à une valeur du couple de 60%, d'accord, à 40% du couple maximum. D'accord? Donc ça veut dire lorsque, tout à l'heure nous allons faire le schéma d'IL, donc le schéma qui est là. Et là vous avez la valeur maximale d'IL le couple. Et dans la remarque que vous avez ici, on dit que pour les grandes machines, d'accord, généralement, le couple, il se situe, le couple nominal, c'est entre 60 à 40% de le couple maximal. Donc, ça veut dire le couple nominal d'Iana qui est quelque part ici. D'accord? Le couple nominal d'Iana, il est quelque part ici. Et donc là, vous voyez aussi, le couple nominal, par exemple ici, c'est à 40%. Donc, de 40 jusqu'à 60%. Donc, le fonctionnement nominal d'Iana qui est qu'on fait de la fourchette. Entre 40% et 60% de le couple maximal. D'accord? En d'autres termes, le couple maximum vaut 1,7 jusqu'à 2,5 fois le couple nominal. Donc, le couple maximal de la machine, il est généralement 1,7 jusqu'à 2,5 fois le couple nominal de la machine. D'accord? Alors maintenant, si on trace la caractéristique, donc vous aurez la caractéristique que vous connaissez. D'accord? La caractéristique de le couple électromagnétique en fonction. Alors, je vais arrêter شوية لأن واحد الكاميون كيبصدع شوية et on va reprendre dans 2 minutes là, le temps que ça passe. Donc voilà, la caractéristique du couple électromagnétique de la machine asynchrone en fonction de la vitesse de rotation. Et là, vous voyez que, comme j'avais dit tout à l'heure, si je prends le G, ça va dans ce sens. Et si je prends la vitesse, il va dans ce sens. Alors ici, vous avez la vitesse de synchronisme. Lorsque la vitesse de rotor est égale à la vitesse de synchronisme, donc vous n'avez pas de couple, comme j'ai dit tout à l'heure. Si la vitesse de synchronisme égale à la vitesse de rotation du rotor, il n'y aura pas du couple, d'accord? Donc le couple sera nul. C'est pour ça que on ne peut jamais avoir un G qui est égal à 0. Un G qui est égal à 0, ça veut dire une machine qui va tendre à s'arrêter. D'accord? La machine va tendre à s'arrêter parce que dans ce cas, il n'y aura pas de force, il n'y aura pas de couple pour entraîner la machine. Alors, le oméga S égale à oméga R, ça correspond à G égale à 0, d'accord? Le oméga R égale à 0, ça veut dire un G qui est égal à 1. Oméga R égale à 0,
ça veut dire un G qui est égal à 1. Donc, si vous voyez les axes, ils sont opposés, d'accord? Le G, ça va dans ce sens, et la vitesse, ça va dans ce sens. Et vous avez les expressions le GM. Alors, le GM, c'est le glissement qui correspond au couple maximal. Le GM, c'est le glissement qui correspond au couple maximal, et on le trouve généralement égal à plus ou moins. Alors, le moins, c'est pour les génératrices, le plus, c'est pour le moteur. Donc, si vous continuez de ce côté-là, vous allez avoir le fonctionnement générateur. Donc, vous connaissez la génératrice asynchrone. Pour la génératrice, pour que ça fonctionne comme une génératrice, il faut que le couple soit opposé à la vitesse. Donc, le couple qui est négatif, pour la vitesse qui est positive dans ce cas, ça veut dire qu'il va se comporter comme un générateur. Ou, la caractéristique, il va s'inverser. La caractéristique d'Yana qui est d'accord? Alors, donc, pour le GM, ça correspond à deux expressions. D'accord? Vous avez le GM qui est là, le positif, et vous avez le GM qui est négatif. Regardez, le 0, il est là. Ça veut dire la partie qui est là, ce sont les GM qui sont négatives. Donc, pour le fonctionnement en génératrice, vous avez la valeur maximale. Elle correspond à ce GM. Là, vous avez GM aussi. D'accord? Mais c'est moins GM que vous avez là. D'accord? Ça veut dire là, le GM qui correspond au couple maximal, il a deux valeurs. Donc, c'est plus, d'accord? Ou la moins si on est dans un fonctionnement générateur. Donc, là, le signe moins ninja. Donc, le signe moins le signe moins, ça correspond au fonctionnement en génératrice asynchrone. Donc, le GM, c'est RR' sur la résistance RS au carré, plus, donc c'est une impédance au carré, si vous voulez, c'est comme la résistance plus une réactance totale. La réactance totale dans ce cas, c'est la réactance du fuite de le rotor plus la réactance du fuite du stator. Alors, des fois, lorsque vous êtes dans les grosses machines, vous avez la résistance RS, elle est négligeable, d'accord, devant les réactances. Mais ça, on va le voir tout à l'heure. Pour les grosses machines, et ça, généralement, on le donne dans les énoncés de l'examen ou de l'exercice. On vous dit que si la résistance est négligeable, donc on le souligne, sinon, on donne la résistance, la valeur de la résistance, RS, d'accord? Alors, si on néglige la valeur de la résistance RS, le GM, il devient très simple, très facile à calculer. Parce que dans ce cas, ce serait quoi? Ce serait la résistance le rotor divisé par la réactance totale. Parce que le carré, vous avez ici racine carré, là vous avez le carré. Donc, ça va se simplifier les deux. Et vous aurez directement le GM, ça serait la résistance du rotor divisé par la réactance totale. Donc, à 10, ça simplifie les calculs. D'accord? Alors, vous voyez sur la caractéristique qu'on a ici, nous avons deux parties. D'accord? Vous avez la partie... Pardon. Vous avez une partie qui est linéaire. D'accord? Vous avez une partie linéaire, la partie linéaire de la caractéristique, et vous avez la partie qui est non linéaire. D'accord? Alors, généralement, la partie la plus stable et la partie sur laquelle on fonctionne tout le temps, c'est la partie linéaire. Donc, à de la partie linéaire, il y a la partie stable. À de la partie non linéaire, c'est la partie instable. Ça veut dire si on est là, on risque de perdre le mouvement de rotation, là, d'avoir un fonctionnement qui n'est pas stable. D'accord? Donc, le fonctionnement de la machine asynchrone, je parle du fonctionnement stable, il se fait tout le temps sur la partie linéaire de la caractéristique, ça veut dire autour d'elle, là, autour de l'oméga S. D'accord? Alors, aussi, vous avez le fonctionnement ici. Si vous fonctionnez sur cette caractéristique non linéaire, vous allez avoir un G qui est très fort. Alors, un G qui est très fort, ça veut dire que vous allez avoir un rendement qui est médiocre. Alors, si vous avez par exemple G qui est égal à 0,5, par exemple ici, G égale à 0,5, ça veut dire que vous allez avoir un rendement qui est inférieur à 50%. Parce qu'on a dit que le rendement, il est toujours inférieur à 1 moins G. Donc, 1 moins 0,5, ça veut dire 0,5. Et puis, si vous tenez compte des pertes, etc., dans ce cas, vous allez avoir un rendement qui est inférieur à 50-40%, et c'est un rendement qui est médiocre.
Donc, généralement, on cherche à travailler sur la partie linéaire de la machine pour avoir un rendement meilleur et pour aussi avoir un rendement optimal et avoir un fonctionnement optimal de la machine. D'accord? Alors, l'expression de le couple maximal, c'est ça. D'accord? C'est 3 sur 2 oméga S, Vs carré sur Rs, ainsi de suite. Alors, vous voyez dans l'expression de le couple maximal qu'il n'y a pas la résistance RR. Donc, ça aussi, c'est une remarque que vous devez savoir comme électrotechnicien. C'est que le couple maximal de la machine asynchrone ne dépend pas de la résistance RR. Le couple maximal de la machine asynchrone, la valeur d'ILO, je parle de la valeur d'ILO, et ne dépend pas de la résistance du rotor. Donc vous voyez dans les expressions, il n'y a pas de résistance du rotor, il n'y a que la tension, la résistance du stator, les réactances de fuite, il n'y a pas de résistance RR'. Mais le GM, qui est le glissement pour lequel nous avons le couple maximal, lui, il dépend de la résistance RR'. D'accord? Donc, s'il vous plaît, faites la différence entre le GM, qui est le glissement pour lequel nous avons le couple maximal, et l'expression de le couple maximal. Donc, le couple maximal il est indépendant. Si vous faites varier la résistance de le rotor, le couple maximal reste constant. Vous faites varier la résistance RR, le couple maximal il reste constant parce qu'il est indépendant de R, mais l'emplacement d'LGM, ça veut dire la valeur d'LGM, lui, il va dépendre de la résistance RR'. Ça veut dire le couple maximal d'IANA, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se déplacer, voilà qu'il va rester constant. Donc ça veut dire la caractéristique d'IANA, par exemple, si je change la résistance, la caractéristique d'IANA, il va changer, mais la valeur du couple maximal, elle reste la même. D'accord? Si par exemple vous changez la résistance RR, qu'est-ce qu'il va faire le G? Le G, il va augmenter. Donc s'il augmente, ça veut dire l'emplacement le couple maximal, il va changer, mais la valeur d'ILO, il va rester constante. Ça veut dire vous allez toujours avoir la même valeur constante le couple maximal, mais l'emplacement d'ILO, l'emplacement de couple maximal, il va varier. Ça veut dire le GM, il va varier. D'accord? C'est pour ça que lorsqu'on fait le démarrage de la machine asynchrone, où là on fait la variation de la vitesse du moteur asynchrone en variant la résistance du rotor, on ne fait pas varier le couple maximal. Le couple maximal, elle reste constant et ça c'est l'un des avantages de faire varier la vitesse du moteur asynchrone par la variation de la résistance du rotor. Il y a des inconvénients, comme vous voyez ici par exemple, il y a le rendement qui va diminuer parce que le GM va augmenter. Et dans ce cas, vous allez avoir aussi donc, le rendement qui va diminuer parce que le G augmente, donc le rendement va diminuer. Ça, ce sont des inconvénients du fait de faire varier la vitesse de rotation de la machine asynchrone par la variation de la résistance du rotor. Mais l'un des avantages, c'est le fait que vous avez le rendement, elle reste tout le temps maximal parce qu'il est indépendant de la résistance RR. D'accord? Alors, pour les petites machines, d'accord, pour les petites machines, vous avez une caractéristique qui est comme ça, d'accord, et pour les grandes machines, d'accord, vous avez une caractéristique qui est comme ça, d'accord. Donc, ça veut dire, vous avez une caractéristique qui est pointue, et là, pour les petites machines, vous avez une caractéristique qui est aplatie, et ça, c'est dû au fait que pour les petites machines, vous avez les sections du conducteur et les faibles. Ça veut dire la section de le stator il est faible, la section du conducteur, ça veut dire la résistance elle est forte. Alors si vous avez une résistance qui est forte, donc vous allez avoir donc une caractéristique qui a cette forme. Si vous avez une résistance qui est faible, parce que pour les grosses machines, vous avez des sections qui sont importantes. Une section importante, ça veut dire une résistance faible. Une résistance faible, donc ça va vous donner une caractéristique qui est comme ça. D'accord? Alors, comme j'ai dit, généralement, dans les grosses machines, regardez pour l'expression ici.
ملي كتكون عندنا une grosse machine, d'accord, كتكون عندنا la résistance هنا RS elle est faible, d'accord, la résistance RS elle est faible, tandis que pour les grosses machines vous avez la résistance RS, pour les petites machines vous avez une résistance importante, pour les grosses machines vous avez une résistance qui est faible. Et ça, si vous tracez ça, vous allez voir que la caractéristique, il va avoir donc une forme comme ça pour les petites machines et une caractéristique qui est pointue pour les grosses machines. Alors maintenant, pour les grosses machines, et ça c'est aussi un élément très important qui va permettre de faire des approximations et de faciliter les calculs. Si vous avez une puissance qui est supérieure à 1 kW, on peut déjà faire l'approximation suivante que la résistance RS elle est négligeable. Alors si la résistance RS est négligeable, dans les expressions que vous connaissez ici, donc on va se débarrasser de la résistance RS ici et de la résistance RS ici. Et dans ce cas, vous allez voir que l'expression du couple électromagnétique elle est très très facile, elle est très simple, que ce soit pour le GM, que ce soit pour le couple maximal, ou la même pour l'expression du couple électromagnétique. Donc l'expression du couple électromagnétique dans ce cas, en négligeant la résistance RS, vous allez avoir une expression déjà qui est un peu facile à utiliser. Donc 3 fois RR' sur G oméga S, VS au carré divisé par l'impédance, ici la résistance au carré et puis la réactance au carré. Alors pour les expressions ديال le GM à le couple maximal, ça devient très très facile. Donc le GM c'est quoi? C'est RR' divisé par la réactance totale. هنا هذا غادي تمشي مع هذه، d'accord, مع la racine. غتبقى لينا le GM, ça veut dire le point ou le G pour lequel vous avez le couple maximal, c'est la résistance du rotor divisé par la réactance totale. Et pour le couple maximal aussi, c'est très facile. D'accord? De la même manière, d'accord, vous divisez la tension au carré le stateur divisé par la réactance totale. D'accord? Fois 3 sur 2 oméga S. Donc c'est une expression qui est très facile ce sont des expressions qui sont très faciles à calculer. Alors maintenant, pour simplifier encore les calculs, et ça on va le faire dans des exercices, on va travailler soit sur la partie linéaire ou là sur la partie parabolique, et nous allons faire le couple électromagnétique en fonction de GM et de G. D'accord? Alors si je reviens ici et que vous essayez d'exprimer le couple électromagnétique en fonction du couple maximal et en fonction de G et de GM. D'accord? Vous exprimez le couple électromagnétique total en fonction du couple maximal GM et G. D'accord? Donc, c'est-à-dire, dans ce cas, vous allez remplacer. Alors, par exemple, vous avez VS au carré divisé par exemple, la réactance là, ça va nous donner quelque chose comme un couple maximal. Et puis, vous allez remplacer l'expression que vous avez ici. Donc, le RR', si vous divisez par la réactance totale, donc vous allez avoir le GM. De toute façon, vous pouvez arranger les calculs et vous allez tomber sur une expression qui est comme ça. Donc, vous avez le couple électromagnétique divisé par le couple maximal. Il est égal à quoi? Il est égal à 2 sur G sur GM plus GM sur G. Et ça, vous voyez, c'est une expression qui est très simple, très facile à faire, à calculer. D'accord? Déjà, on se débarrasse de quoi? On se débarrasse des résistances, les réactances et ainsi de suite. Donc, on a une expression qui est très simple. Donc, le couple électromagnétique divisé par le couple maximal. Si vous connaissez le couple maximal, ça y est, vous avez une expression qui est facile. Donc, si vous connaissez aussi si vous connaissez aussi le GM, donc vous allez avoir une expression qui est très facile, le couple électromagnétique en fonction de G. D'accord? Et nous allons encore simplifier les calculs.
Nous allons encore simplifier les calculs pour la partie linéaire et pour la partie qui est non linéaire, la partie hyperbolique. Alors maintenant, comment on va simplifier les calculs? Alors si on est sur la partie linéaire, si on est sur la partie linéaire, vous voyez que là, on a fait en fonction de g. Après, je donne en fonction de l'oméga, mais on a fait en fonction de g. Alors si on fait en fonction de g, donc ici vous avez 0, et puis de ce côté-là, vous allez partir vers le 1 et ainsi de suite. Donc si on est sur la partie linéaire, comme vous voyez, la partie linéaire, on a le g, il est négligeable devant gm. Lorsqu'on est proche de 0 et on est sur la partie linéaire, on a g qui est négligeable devant gm. Alors g négligeable devant gm, ça veut dire le terme hada, on va le négliger. Alors si on néglige ce terme-là, qu'est-ce qu'on aura? On aura le couple électromagnétique divisé par le couple maximal. Donc le 2g plus fort. Le couple électromagnétique divisé par le couple maximal est égal à 2g sur gm. Et ça, c'est une droite. C'est une droite, c'est l'équation d'une droite. Donc ça va nous servir dans les exercices. Surtout lorsqu'on va travailler donc, sur la partie linéaire et que on a la résistance du stateur qui est négligeable. Dans ce cas, on peut faire l'approximation et dire que sur la partie linéaire, on a le couple électromagnétique, il est proportionnel au G. Il est proportionnel à G. D'accord? Le couple électromagnétique, il est proportionnel à G. Donc, s'il est proportionnel à G, ça veut dire qu'il est proportionnel à la vitesse. Le couple électromagnétique proportionnel à G, ça veut dire qu'il est proportionnel à la vitesse de rotation du rotor. Alors, si vous êtes sur la partie hyperbole, dans ce cas, vous avez le Gm qui est négligeable devant G. Le Gm, d'accord? Le Gm qui est nana. Lorsque je suis sur la partie hyperbole, je peux dire que le Gm, elle est négligeable devant G. Dans ce cas, j'aurai de la partie ID qui est négligeable et ce qui va rester, c'est cette partie-là, d'accord? Alors, dans ce cas, vous allez avoir le couple électromagnétique, elle est proportionnel à 1 sur G, sur la partie hyperbole. Le couple électromagnétique, elle est proportionnel à 1 sur G, ça veut dire elle est proportionnelle à 1 sur la vitesse de rotation du rotor. Donc, on peut travailler avec des deux approximations. Si je sais que je travaille sur la partie linéaire, je peux utiliser l'équation ADI. Si je travaille sur la partie hyperbole, je peux travailler avec cette équation. Et là, vous voyez que ça va faciliter, ça va simplifier les équations et les calculs avec une approximation et avec une précision qui est acceptable. D'accord? Donc, s'il vous plaît, il faut bien comprendre de la partie ADI, mais à condition, comme j'ai dit, d'avoir une grosse machine et d'avoir dans l'énoncé de l'examen ou de l'exercice ou de l'application que la résistance RS elle est négligeable. Si la résistance RS elle est négligeable, dans ce cas, vous pouvez faire cette approximation. D'accord? Et si on vous dit qu'on travaille sur la partie linéaire, alors dans ce cas, vous allez utiliser l'expression ADI. Si on travaille sur la partie hyperbole, on va utiliser l'expression ADI. Alors, généralement, ce qui nous intéresse, nous, c'est de la partie ADI, c'est travailler sur la partie linéaire. Donc, généralement, l'équation, c'est elle qu'on va utiliser. Mais s'il vous plaît, faites attention. Vous n'allez pas sauter directement et utiliser l'équation ADI, d'accord? Sinon, vous allez avoir des erreurs sur les calculs parce que vous devez avoir dans l'énoncé que la résistance, parce que c'est un corollaire de quoi? C'est le corollaire du fait que vous avez la résistance RS négligeable. Alors, si la résistance RS est donnée, alors dans ce cas, on ne va pas en tenir compte, d'accord? Donc, on ne va pas faire d'approximation. Si la valeur de la résistance RS est donnée, donc ça y est, il n'est plus valable, d'accord? Alors, tout ce que vous avez ici, il est valable lorsque vous avez la résistance RS négligeable. Et passer de cette équation-là à cette équation-là, par exemple, c'est lorsque vous avez dans l'énoncé que on travaille sur la partie linéaire. Si on travaille sur la partie linéaire, dans ce cas, on peut
D'accord? On peut utiliser l'expression que vous avez ici. Alors, si vous ne savez pas si vous travaillez sur la partie linéaire ou là, sur la partie hyperbole, dans ce cas, vous allez utiliser adéquation Hadi. D'accord? Si vous ne savez pas, est-ce que vous travaillez sur la partie linéaire ou là, la partie hyperbole, dans ce cas, vous allez travailler avec l'équation générale. Mais si dans l'énoncé, on vous dit que on travaille sur la partie linéaire ou là sur la partie hyperbole, dans ce cas, vous allez utiliser soit Hadi ou là l'équation. D'accord? Donc faites attention pour l'utilisation de des équations, les exercices ou l'examen. Donc il faut bien que l'énoncé soit précis. Donc voilà pour l'expression, les équations que nous allons utiliser, surtout pour la commande des machines, d'accord? Et je vous dis, s'il vous plaît, donc ce sont des parties qui sont très, très importantes à savoir, et savoir aussi quand est-ce qu'on peut utiliser la formule ou la hadi, donc selon ce que vous avez dans l'énoncé de l'exercice. Alors maintenant, pour le bilan des puissances, d'accord? Alors le bilan des puissances, ici on va travailler en moteur, d'accord? Et là, on va travailler en génératrice. Alors, pour le fonctionnement en moteur. Pour le fonctionnement en moteur, on sait très bien que le stateur, il va recevoir une puissance électrique. D'accord? Alors, le stateur, il va recevoir de la puissance électrique. Il y aura une partie, c'est-à-dire le stateur, il va consommer un peu de cette puissance sous forme de perte cuivre et de perte fer. D'accord? La puissance fournie au stateur, il y aura une partie qui sera perdue sous forme de pertes joules, les pertes cuivre, d'accord? Les pertes fer. Alors, ce qui va rester, ça s'appelle la puissance transmise. Ce qui va rester sera transmis au rotor. Donc, c'est la puissance transmise. Donc, il y a de la puissance l'indina, d'accord? Il y a dit, si je prends de la largeur, il y a la puissance électrique reçue par le moteur. Une partie sera consommée par le stateur sous forme de pertes cuivre et de pertes fer si on regroupe les pertes fer dans le stateur. Parce que les pertes fer, c'est les pertes fer de toute la machine. ماشي les pertes fer ديال الستور بوحدهم. Les pertes fer, هما les pertes fer magnétiques. هما اللي كاينين في le circuit magnétique, d'accord? Mais généralement, on regroupe toutes les pertes fer dans le stateur. ولكن نقدروا نفرقوا par exemple, dire que vous avez les pertes fer هنا, واحد la partie هنا في le rotor, la partie في le stateur, mais c'est pas intéressant. Donc vous avez une partie qui est consommée sous forme de pertes cuivre au stateur, ça veut dire le RS fois IS au carré, d'accord, fois 3 fois, puisque vous avez trois bobines ou trois enroulements. Alors, ce qui reste, ça sera la puissance transmise au rotor. Donc, ça s'appelle la puissance transmise, l'EIA, 3 fois RR' au carré sur G, fois IR' au carré. D'accord? Donc, à de la puissance qui sera transmise au rotor, il y aura une partie qui sera consommée sous forme de perte cuivre dans le rotor. Là, vous voyez, s'il vous plaît, les dimensions, ce sont les dimensions réelles. Ça veut dire les pertes cuivre dans les pertes joule dans le moteur asynchrone, elles sont la presque totalité, c'est dans le rotor. Alors, le rotor, vous voyez qu'il y a les pertes joule. D'accord? Le rotor, c'est lui qui consomme le plus de pertes joule. D'accord? Et si vous calculez les pertes joule dans le rotor, c'est G fois la puissance transmise. Là, j'ai un là. Là, j'ai un هنا هذه شنو هي؟ هذه هي la puissance transmise. D'accord? شنو هما les pertes joule rotoriques هما هادو les pertes joule rotoriques هما 3 fois ER'. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pertes joule ديال le rotor, pertes joule du rotor, c'est quoi? C'est G fois la puissance transmise. Donc هادشي راه باين من غير l'expression ديالنا من l'expression كيبان بلي ان les pertes joule rotoriques c'est G fois la puissance transmise. Donc, dans le bilan de puissance,
Alors, le G fois la puissance transmise, c'est les pertes joules rotoriques. Alors, ce qui reste, c'est quoi? C'est 1 moins G. D'accord? 1 moins G, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le rendement maximal que l'on peut avoir dans un moteur asynchrone. Donc, la puissance transmise fois 1 moins G, ça sera égal à quoi? Ça sera égal à la puissance mécanique totale transmise à l'arbre du moteur. Alors, vous avez une perte mécanique, ventilation dans la partie mécanique. Donc, il y aura des pertes par ventilation et des pertes mécaniques sur l'arbre de la machine. Et puis, le reste, ce sera la puissance mécanique utile qui sera transmise à la charge DNA. Donc, voilà le bilan des puissances pour le fonctionnement en moteur. D'accord? Alors, maintenant, pour le fonctionnement en génératrice, c'est l'inverse. Donc, ça veut dire quoi? Donc, on va le faire d'une manière inverse. Alors, lorsqu'on est en fonctionnement génératrice, comme nous avons vu tout à l'heure, le G, il devient négatif. D'accord? Le G devient négatif. Là, ce que j'avais tracé, là, c'est le G négatif. Ça veut dire ici, vous êtes en fonctionnement génératrice. Donc, on a le fonctionnement moteur. D'accord? Et là, vous avez le fonctionnement génératrice. Le fonctionnement génératrice, vous avez le G qui est négatif. Le G négatif. Alors, dans ce cas, il faut savoir que vous avez un G qui est négatif. D'accord? Un G négatif. Donc, vous avez la puissance mécanique. Une puissance mécanique qui est transmise à la génératrice asynchrone. Ça veut dire qu'on va entraîner la génératrice asynchrone de l'extérieur. Donc, ça veut dire qu'on va lui donner de la puissance mécanique. Il y a des pertes des pertes par ventilation et des pertes mécaniques sur l'arbre. Le reste, c'est quoi? Ça serait 1 moins G. D'accord? Alors, le 1 moins G, donc, il sera, donc, et puis il y aura une partie qui sera consommée sous forme des pertes joules rotoriques. Et puis le reste, il sera transmis au stator. Regardez, on a inversé la chose, on a inversé le jeu. Dans cette partie-là, vous avez la puissance transmise et les transmises du stator vers le rotor. Mais lorsqu'on est en fonctionnement génératrice, vous avez une puissance transmise, mais du rotor vers le stator. Parce que dans ce cas, vous avez une puissance électrique. Une puissance électrique maintenant qui est transmise du rotor vers le stator. Donc, il y aura une puissance qui sera consommée sous forme de pertes fer et puis les pertes joules statoriques. Et le reste, ce sera la puissance électrique qui sera fournie à la charge DNA électrique lambda, résistance, impédance et ainsi de suite. D'accord? Donc, voilà pour le fonctionnement et le bilan des puissances dans les deux cas de fonctionnement. Ça veut dire fonctionnement génératrice et fonctionnement en moteur. Voilà pour les caractéristiques. Maintenant, nous allons voir le démarrage de la machine asynchrone. Alors, pourquoi le démarrage pose un problème? Le démarrage pose un problème parce que, comme vous l'avez vu dans les TP, vous l'avez fait dans les cours des machines électriques, lors du démarrage, vous avez un courant qui est presque de l'ordre de 6 jusqu'à 8 fois le courant nominal de la machine. D'accord? Alors, surtout dans la commande des machines, les entraînements électriques, la machine, elle est appelée à faire des démarrages fréquents. Donc, ça veut dire qu'il va, comme nous avons vu dans les services, vous vous rappelez bien, les services continus, les services intermittents périodiques, les services intermittents. Dans ce cas, la machine, il sera appelée à démarrer, s'arrêter, redémarrer, s'arrêter, redémarrer, s'arrêter. Et avec les courants que vous connaissez, les courants de démarrage qui sont très importants, ça peut endommager la machine et ça peut causer des problèmes dans la machine. D'accord? Donc, dans les démarrages fréquents, il faut chercher à minimiser ce courant d'appel, ou ce courant de démarrage. Donc, ça veut dire qu'il faut chercher à
avoir un courant de démarrage qui est supportable et qui ne va pas causer des pertes ou là des problèmes au niveau du fonctionnement de la machine. D'accord? Donc le mode de démarrage le plus simple, c'est le démarrage direct. D'accord? Donc si on ne veut pas faire appel à d'autres matériels, dans ce cas, on va faire le démarrage direct. Donc, il n'est utilisé que pour les moteurs de faible puissance. D'accord? Il a l'inconvénient de provoquer des courants d'appel transitoires trop importants. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ça vous l'avez fait dans les TP de 6 jusqu'à 8 fois le courant nominal de la machine. Alors, de tels courants ne peuvent être tolérés par les entreprises d'électricité car ils provoquent momentanément d'importantes variations de tension dans le réseau et les transformateurs. Alors, ça va causer aussi ce qu'on appelle les flickers, ça veut dire la diminution importante par endroit de la tension. Lorsque vous faites un appel très très important du courant, donc jusqu'à 6 fois ou 8 fois le courant nominal, ça va causer une chute de tension, d'accord? Donc l'appel du courant va causer une chute de tension dans le réseau. Et donc comme c'est écrit là, donc les entreprises d'électricité, ça veut dire l'ONE, ils ne peuvent pas tolérer cette diminution importante de la tension, surtout si vous avez des utilisateurs, des consommateurs à proximité. Il y a par exemple une à côté d'une entreprise, donc on risque d'avoir des chutes de tension très importantes chez eux à la maison et ça va provoquer des problèmes de fonctionnement pour le matériel qu'ils ont chez eux à la maison. D'accord? Alors, d'autre part, l'échauffement du moteur ne doit pas être prohibitif parce que lorsque vous avez un appel très important du courant, ça va causer des échauffements très importants pour les machines. D'accord? Et cet échauffement, il dépend du courant de démarrage qui est très très important. Donc, il est donc nécessaire de réduire la valeur du courant de démarrage en abaissant, par exemple, la tension en borne du moteur. Donc, lorsqu'on démarre, il faudra diminuer le courant. Alors, comment diminuer le courant? C'est en diminuant la tension au démarrage, c'est-à-dire diminuer la tension par l'utilisation, par exemple, d'un autotransformateur. Si vous avez un autotransformateur, vous pouvez commencer par une tension qui est faible et puis remonter la tension lorsque la machine démarre, remonter la tension à la valeur nominale. Ou là, faire par exemple le démarrage par un gradateur. Donc, si vous avez la possibilité d'utiliser un gradateur, dans le gradateur, vous avez la possibilité de faire varier la valeur efficace de la tension. Et dans ce cas, vous pouvez commencer par des tensions qui sont faibles et puis remonter à la valeur nominale lorsque la machine aura démarré. Une autre manière de faire, c'est la méthode classique, c'est le démarrage étoile-triangle. Donc, vous démarrez en étoile. Lorsque vous démarrez en étoile, vous divisez la tension par racine de 3. Et une fois la machine commence à tourner, vous pouvez faire le montage en triangle, ça veut dire avoir la pleine tension en borne du moteur. Alors, le problème lorsque vous abaissez la tension, c'est que vous diminuez, on sait très bien que le couple électromagnétique il est proportionnel à Vs au carré. Donc, c'est très bien que le couple électromagnétique, c'est la force qui entraîne le moteur. Donc, lorsque vous divisez par exemple la tension par racine de 3, par exemple pour le montage étoile-triangle, vous divisez la tension par racine de 3. Mais lorsque vous divisez la tension par racine de 3, vous allez diviser le couple par racine de 3 au carré. Ça veut dire que vous allez diviser le couple par 3 fois. Et ça peut causer un problème, surtout lorsque vous entraînez une charge qui est très très importante et que vous divisez le couple par 3. Alors par exemple, vous avez la possibilité d'avoir un couple par exemple de 45 Nm. Lorsque vous démarrez en étoile, vous allez avoir un couple de 45 divisé par 3. 45 divisé par 3, ça veut dire 15 Nm. Alors, votre machine que vous entraînez, peut-être il aura un couple qui est supérieur au couple moteur. Et dans ce cas, la machine ne peut pas tourner. Mais bon, généralement, lorsqu'on fait le démarrage, on ne démarre pas en charge.
Mais si vous démarrez en charge et que vous démarrez avec une tension qui est faible, dans ce cas, vous risquez de ne pas, le moteur risque de ne pas démarrer parce que vous avez le couple résistant supérieur au couple moteur. D'autre part, comme on a dit ici, il faut vous rappeler dans l'exercice que nous avons fait, le chapitre 1, lorsque nous avons fait l'exercice, le dernier exercice du chapitre, lorsqu'il y a la constante A, B, C, D, et que nous avons, par exemple, la caractéristique, c'était comme ça, si je me rappelle bien, d'accord? Et puis nous avons dit que ici on a le couple moteur, et là vous avez le couple résistant, d'accord? Et là vous avez les constantes A, B, C, D, ainsi de suite. Alors, le problème, lorsque vous démarrez, ici, vous avez le couple moteur WADA, c'est le couple moteur, et là, vous avez l'autre, c'est le couple résistant, WADA, d'accord? Alors, nous avons dit que la condition pour qu'il y ait démarrage, il faut que le couple moteur, déjà, au démarrage, à la vitesse nulle, il faut que le couple moteur soit supérieur au couple résistant. Et la démarrité, par exemple, avec une tension qui est faible, vous risquez d'avoir un couple moteur comme ça. D'accord? Parce que vous allez, le couple ADA, vous allez le diviser par 3. Une fois que vous le divisez par 3, ça veut dire que vous allez avoir le couple résistant supérieur au couple moteur au démarrage. Donc, si vous avez le couple résistant supérieur au couple résistant au démarrage, dans ce cas, la machine, le système ne va pas tourner parce qu'on ne peut pas tourner une charge qui a un couple résistant supérieur au couple moteur. Donc, ce qui est écrit ici, d'autre part, il faut aussi garder un couple de démarrage suffisant. D'accord? Il faut avoir un couple de démarrage suffisant afin qu'il soit supérieur au couple résistant et parce qu'une diminution du couple augmente le temps de démarrage. Mais ça aussi, si vous vous rappelez bien, l'exercice, je pense, vous avez aussi le temps de démarrage, il va dépendre de l'accélération initiale. L'accélération initiale. L'accélération initiale, c'est la différence que vous avez ici. La différence entre le couple moteur et le couple résistant. Vous savez, lorsque vous démarrez avec un couple de démarrage où là, une différence qui dira, vous allez démarrer rapidement. Alors, si vous démarrez rapidement, même s'il y a des pertes joules au démarrage, ils vont s'estomper rapidement. Ça veut dire, lorsque la machine commence à tourner à sa vitesse nominale, le courant va revenir à son courant normal. Et dans ce cas, vous allez revenir normalement, directement et rapidement au fonctionnement normal. Et là, quand la différence, l'accélération serait bzaf, ça veut dire que vous allez démarrer lentement. Si vous démarrez lentement, dans ce cas, ça va prendre un temps qui est très important. Et ce temps très important, il va augmenter l'échauffement. Parce que vous allez consommer 6 fois, ou 4 fois, 5 fois le courant nominal pendant un temps qui est lent. Et comme nous avons fait dans le chapitre 1, les considérations thermiques, l'échauffement, on sait que l'échauffement, il dépend du temps de démarrage. Donc, si vous avez un temps de démarrage important, vous allez avoir des pertes importantes et un échauffement qui est très important et ça risque de détruire la machine parce que vous avez dépassé le courant nominal pendant un temps qui est lent. Donc, il faut que pendant le démarrage, il faut avoir une différence entre le couple moteur et le couple résistant, une différence importante, ou une accélération importante pour que la machine puisse démarrer rapidement et pour éviter les problèmes des échauffements pendant le démarrage. D'accord? Alors maintenant, ici, vous avez quelques applications, là, des calculs. Donc ça, vous pouvez le faire chez vous comme exercice. Lorsque on fonctionne le démarrage, c'est-à-dire je démarre à vide, lorsque je démarre à vide, d'accord? Ça veut dire on va considérer que le couple résistant il est nul et en négligeant aussi les frottements, d'accord? On néglige les frottements. Ça veut dire on va démarrer à vide, il n'y a rien il n'y a pas de perte, il n'y a pas de charge, il n'y a pas de frottement, il n'y a rien. On va trouver que les pertes thermiques, ça veut dire les pertes joules dans le rotor, même à vide, d'accord? Elles sont égales à l'énergie cinétique de la machine.
des pertes thermiques dans le rotor, même lorsqu'on démarre à vide. Lorsqu'on démarre à vide, ça veut dire on néglige il n'y a pas de couple résistant, il n'y a pas de perte fer, il n'y a rien. Les pertes qui sont consommées par le moteur, par les pertes joules qui sont consommées par le rotor du moteur asynchrone, elles sont égales à l'énergie cinétique. D'accord? Donc là, vous voyez, c'est 1 sur 2 J fois oméga au carré. Avec oméga, c'est la vitesse de rotation, oméga R au carré. Donc là, vous voyez déjà, même à vide, on consomme une énergie, on consomme des pertes joules qui sont très très importantes au rotor. Alors pour les calculs, vous pouvez regarder ça chez vous, d'accord, et faire donc les calculs que nous avons la démonstration qu'on a ici, d'accord. Donc nous avons fait un changement de variable entre de la partie de la partie ça veut dire je commence du temps 0 jusqu'à le temps de démarrage. Donc le temps de démarrage, c'est lorsque la machine aura tourné, va tourner à sa vitesse de synchronisme ou l'approche de la vitesse de synchronisme. Donc les pertes, les pertes joules en énergie, c'est la puissance, les pertes joules puissance, d'accord, dans le rotor. Et puis vous allez utiliser les expressions que vous avez ici, d'accord, sachant très bien que la dérivée d'IL G, il y a la dérivée d'IL moins oméga. Parce que vous avez G, c'est oméga S moins oméga R sur oméga S. Donc lorsque vous faites D de G, c'est D, c'est moins D de oméga. Avec oméga, c'est la vitesse de rotation de le rotor. Alors finalement, vous allez voir donc la démonstration. Et finalement, ce qui nous intéresse, moi, c'est pour vous dire que pendant le démarrage, même avec un fonctionnement à vide et en négligeant les pertes fer, les pertes le couple résistant, les pertes joules dans le rotor, elles sont égales à la puissance cinétique du moteur. D'accord? Alors, si vous ajoutez encore, si vous travaillez avec des pertes qui ne sont pas négligeables, ça veut dire les pertes joules, elles vont augmenter encore. Si vous travaillez avec un couple résistant non nul et avec des frottements non nuls, donc ce cas, ça veut dire que vous allez consommer plus de courant. Alors, si vous consommez plus de courant, ça veut dire que vous allez consommer plus de pertes joules dans le rotor. D'accord? Donc, c'est pour vous dire que même pendant le démarrage à vide, vous démarrez à vide, vous consommez des pertes joules dans le rotor. Alors, dans un démarrage à vide, l'énergie thermique, ça veut dire l'énergie échauffement, dissipée dans le rotor est égale à l'énergie cinétique de toutes les masses tournantes. Ceci indépendamment du temps de démarrage. Donc, quel que soit le temps de démarrage. Vous démarrez en 2 secondes, là, en quelques millisecondes, là, vous avez toujours la même chose parce que c'est indépendant du temps de démarrage que vous avez ici. Donc, de la tension appliquée. Alors, en présence d'un couple résistant, alors c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, si vous considérez un couple résistant et avec des pertes de frottement, vous allez avoir des pertes joules qui sont plus importantes. Et dans ce cas, le temps de démarrage aussi, le temps de démarrage, il sera aussi très important, ce qui risque de dépasser la température maximale du moteur. Alors, démarrage des moteurs asynchrones. Normalement, les types de démarrage et les moteurs asynchrones, nous allons voir ça après. Alors, les échauffements consécutifs aux dissipations donc, doivent être contrôlés parce que vous démarrez avec un courant qui est très important au démarrage, surtout dans le cadre de démarrage lourd. Donc, si vous avez des moteurs qui sont des grosses machines, vous avez des fortes inerties, et si vous avez des couples résistants importants, donc le démarrage il sera long. D'accord? Alors, le rotor est généralement le plus sollicité thermiquement, comme nous avons dit tout à l'heure, c'est le rotor qui consomme plus d'énergie des pertes joules. Alors, l'énergie thermique perdue dans le rotor, dans un moteur à cage, entièrement dissipée dans la cage rotorique. Donc, si vous avez un moteur à cage, vous avez toute l'énergie d'échauffement, elle est dissipée dans la cage et le rotor. Et dans un moteur à bague, si vous avez un moteur à rotor bobiné, vous avez la majorité des pertes, c'est dans le rhéostat de démarrage. Parce que généralement, on démarre avec un rhéostat de démarrage
et la valeur de la résistance de le démarrage qui est mais la résistance de le rotor, et dans ce cas, vous avez toutes les pertes dans le résistant de démarrage. Alors, dans le cas des rotors à cage, la limite thermique acceptable est environ vers 200 degrés Celsius. C'est-à-dire la température pour les moteurs à cage, les rotors à cage, vous avez la limite de la température, c'est 200 degrés Celsius. Donc, il faudra bien démarrer en douceur pour ne pas dépasser la température maximale qui est de l'ordre de 200 degrés Celsius. Alors maintenant pour le type de démarrage. Alors pour le type de démarrage, vous avez ce qu'on appelle le démarrage avec un rhéostat au rotor. D'accord? Le démarrage avec un rhéostat au rotor. Et dans ce cas, vous avez une résistance variable au rotor si vous avez un rotor bobiné. Il a un rotor à cage, il n'y a pas de possibilité de faire un démarrage avec rhéostat au rotor. Donc, si vous êtes avec un moteur à cage, il n'y a pas de possibilité de faire un démarrage avec rhéostat de démarrage au rotor. Donc la possibilité, elle est offerte uniquement lorsque vous avez un rotor bobiné. Alors, j'ai dit tout à l'heure que le couple maximal, il est indépendant de la résistance du rotor. Ça veut dire, si vous ajoutez des résistances au rotor, la valeur maximale du couple ne va pas changer. Ce qui va changer, c'est quoi? C'est le GM, l'emplacement d'IL, le G qui va nous donner le couple maximal. Donc le GNA, vous voyez le GM, il va changer d'emplacement en fonction de la résistance d'IL le rotor, parce qu'on sait que le GM, c'est quoi? Le GM, c'est la résistance du rotor totale divisée par la réactance totale. D'accord? Si vous négligez la résistance du stator. Le GM, comme nous avons fait tout à l'heure, le GM, c'est la résistance du rotor. La résistance du rotor prime divisée par la réactance totale. D'accord? Donc, si vous augmentez la résistance du rotor, vous voyez, en augmentant la résistance du rotor, j'augmente le GM parce que le G il est de ce côté-là. J'augmente le GM, ça veut dire vous changez l'emplacement d'IL, le couple maximal, mais le couple maximal, comme nous avons vu tout à l'heure, il est indépendant, la valeur d'ILO, il est indépendante de R'. D'accord. Donc voilà, dans le cas d'un rotor à bague, l'insertion d'une résistance additionnelle extérieure par l'intermédiaire des bagues et des balais permet de déplacer le glissement GM et d'obtenir des conditions optimales de démarrage à l'ELH, parce que lorsque vous démarrez avec une résistance qui est très importante, je rappelle l'expression de le couple électromagnétique. Là, si vous voulez, l'expression de le courant IR, parce que nous, on veut limiter le courant IS. Alors, pour limiter le courant IS, qu'est-ce qu'on fait? On augmente la résistance RR'. Donc là, si vous augmentez la résistance RR', vous allez limiter le courant IS. D'accord? On fait le démarrage à résistance rotorique pour diminuer le courant de démarrage. D'accord? Donc, en augmentant la résistance RR', on va diminuer le courant IS, comme vous le voyez très bien dans le schéma équivalent de la machine. Donc, voilà pour le démarrage avec un rhéostat au rotor. En augmentant la résistance du rotor, le courant d'appel au démarrage est réduit et le couple de démarrage augmenté. Ceci permet aussi un réglage de vitesse. D'accord? Donc voilà, on peut aussi utiliser par exemple la résistance du rotor, la résistance variable, pour changer la vitesse de rotation par exemple. Alors, supposons que vous avez un couple résistant qui a par exemple qui est comme ça, qui est constant. Supposons qu'on a un couple résistant qui est constant. On peut faire varier la vitesse de rotation en faisant varier la résistance du rotor. Regardez le point de fonctionnement WADA pour une certaine résistance, l'autre point de fonctionnement WADA pour une certaine résistance, et notre résistance, ça va nous donner de la vitesse AD, et ainsi de suite. Donc là, vous voyez que même la commande de la machine
Mais chez le démarrage, voilà que la commande, la variation de la vitesse peut se faire par la résistance du rotor. En variant la résistance du rotor, je peux varier le point de fonctionnement et à partir de là, varier la vitesse de rotation de la machine. Donc, parmi les moyens de variation, de faire varier la vitesse d'un moteur asynchrone, c'est la variation de la résistance du rotor. D'accord? Mais on va voir après que pour faire la variation de la vitesse avec la résistance du rotor, ce n'est pas un fonctionnement qui est optimal parce que ça va causer des pertes importantes et ainsi de suite. Et ça va aussi causer un rendement qui est médiocre parce que vous voyez là que le rendement il devient très très faible lorsque vous augmentez la résistance RR', le G va augmenter aussi et le rendement il sera médiocre. Donc, généralement, la variation de la vitesse de la machine asynchrone par l'intermédiaire de la résistance du rotor, il n'est plus utilisé parce qu'actuellement, vous avez donc les convertisseurs électroniques, vous avez les moyens électroniques pour commander la machine. Donc, cette méthode-là, elle n'est plus utilisée pour la variation de la vitesse, mais elle est encore utilisée pour le démarrage parce que le démarrage se fait en un temps qui est bref. Et la méthode, le démarrage avec une résistance dans le rotor, elle est encore utilisée comme méthode de démarrage. Alors pour le démarrage, le moteur asynchrone à cage, donc il n'y a pas de possibilité. Maintenant, la possibilité de faire la variation de la résistance du rotor parce que c'est un rotor à cage. Il n'y a pas moyen d'insérer une résistance pour un moteur à cage. Mais pour les moteurs à cage, généralement, ils ont une puissance qui est faible comparée aux autres moteurs à bague, à rotor bobiné. Et généralement, vous avez un courant de démarrage qui est de 4 jusqu'à 6 fois le courant nominal. Et là, vous avez, par exemple, là, on a relevé la variation du couple de démarrage, le couple électromagnétique au démarrage. Donc, regardez le couple de démarrage, comment il est, parce qu'il va suivre le courant. On sait très bien que le courant, il varie. D'accord? Le courant de démarrage, c'est de 4 jusqu'à 6 fois le courant nominal. Et on sait très bien que le couple électromagnétique aussi, il est fonction du courant. Donc, si le courant est important, vous avez aussi le couple électromagnétique au démarrage qui va prendre de la forme. Vous voyez comment il est pulsatoire. Donc, il y a des pulsations, il y a des variations dans le couple, et puis il va se stabiliser finalement lorsque la machine va atteindre sa vitesse nominale, ou la vitesse de synchronisme. Lorsque on démarre à vide, regardez, on démarre à vide, ça veut dire à vide, vous allez avoir un courant un couple qui est presque nul. Et dans ce cas, on va revenir au démarrage. Lorsque la machine aura complètement démarré, le couple va tomber à sa valeur qui est presque nulle. Mais au démarrage, vous allez avoir un couple qu'on appelle un couple pulsatoire. Un couple pulsatoire, ça peut causer des problèmes pour la machine parce qu'il y aura des vibrations. Donc là, vous voyez que une force, ça va de ce côté-là, puis il diminue, puis la force augmente, puis il diminue, la force augmente, diminue, ainsi de suite. Donc ça s'appelle un couple pulsatoire qui va causer des vibrations au niveau de la machine. Alors si vous avez un de type qui va se répéter fréquemment, ça veut dire des démarrages fréquents, démarrer puis arrêter, démarrer, arrêter. Dans ce cas, on risque d'avoir des problèmes d'usure et de fatigue au niveau des parties mécaniques de la machine. Donc là, une composante pulsante très importante qui peut être dommageable pour l'arbre et l'accouplement si le moteur est soumis à des démarrages très fréquents. D'accord? Alors, Hadi, c'est l'allure typique du couple électromagnétique lors du régime transitoire. Le régime transitoire, ça veut dire le démarrage. Correspondant au démarrage direct, là, c'est un TP. Le démarrage direct d'un moteur asynchrone connecté sur le réseau. Moteur 1,5 kW, 1500 tours par minute, 380 volts. Donc là, vous avez un carriel de démarrage d'un moteur à cage qui démarre directement sur le réseau sans moyen de démarrage intermédiaire. D'accord? Alors, je pense que je vais arrêter sur ce. Et
on va se reposer un petit moment et puis on va